Mais je sais aussi qu'un grave danger s'approche des 7 cités d'or. Et pour sauver le monde, toutes les villes doivent s'associer pour combattre cette menace. Et il faut faire vite. Car la prédiction dit aussi qu'une des cités d'or sera détruite par des hommes à la peau blanche. Mais alors en fait, la fin de la saison 4, c'est exactement celle qui avait été annoncée dans les premiers épisodes de la saison 1. Ouais. Et du coup, il va falloir qu'on le dise. Ouais. On est mort. On est trop mort. Tu te rappelles les mystérieuses cités d'or ? Tout le monde s'en rappelle. Le générique iconique, les petits documentaires un peu cheap mais très solennels à la fin des épisodes, l'ambiance Jules Verne rencontre Indiana Jones soutenue par un rythme efficace, un scénario simple mais porteur, des personnages principaux sympathiques, que ce soit les 3 adorables enfants au centre de l'action ou leurs sidekicks adultes un peu roublards mais intègres à leur façon, une putain de musique géniale, un dessin tout à fait correct pour une série des années 80 et à peu près aucun des défauts typiques de cette époque. Cette série a traversé 3 décennies sans prendre une ride, ce qui fait qu'elle reste connue de plusieurs générations de spectateurs. Exceptionnellement moderne, elle n'a rien de déroutant pour le public plus jeune et peut être rediffusée à l'infini sans jamais paraître désuète ou démodée. Ambitieuse, cette série amorce dès son 6e épisode un scénario épique avec une histoire de prophétie nécessitant de retrouver 7 cités d'or autour du monde pour sauver la Terre d'un péril fatal. Si elle avait mené ce projet jusqu'au bout, elle n'aurait rien eu à envier à One Piece en termes d'ambition scénaristique. Malheureusement, après une première moitié de saison prometteuse, la série s'enlise dans des arcs un peu plus faiblards et finalement renonce à l'intrigue annoncée, fait disparaître cette histoire de prophétie dans un trou du scénario et retconne les objectifs de nos héros pour ne les faire chercher qu'une seule cité d'or qu'ils trouvent et qui est détruite après avoir été découverte, dans un final un peu trop rapide, frustrant, où nos 3 héros n'agissent qu'assez peu au final pour repartir dans l'épilogue à la recherche d'un personnage que le spectateur a vu mourir quelques instants plus tôt et dont personne ne les avertit de la mort pour leur éviter de le chercher partout vainement. Une fin vraiment pourrie. Bref, 30 ans après, quelqu'un se dit « c'est vraiment pas possible de laisser un chef-d'œuvre pareil se terminer sur une fin comme ça. On va reprendre l'histoire, retconner le retcon, remettre sur le tapis cette histoire de prophétie et de cité d'or à découvrir pour sauver le monde, et faire une fin digne de ce nom. » L'intention est compréhensible, et même louable, mais est-ce que c'est pas trop tard ? En 30 ans, les normes en vigueur dans les dessins animés ont changé. Pour évacuer d'emblée le sujet le plus évident, l'aspect le plus litigieux potentiellement est celui de la violence graphique, moins acceptée aujourd'hui qu'à l'époque. Or, la série originale en contient en fait relativement peu, en version française comme japonaise. Quelques morts lors de batailles ou autres, mais ça reste plutôt rare. Donc ce n'est pas du tout un problème pour la suite. Non, le problème principal, c'est que dans les années 80, on pouvait avoir des héros lisses et sages façon Tintin, qui restent raisonnables et calmes tout le temps et sont liés par une amitié indéfectible que l'adversité ne parvient jamais à entamer. Mais dans les années 2010, ça ne se fait plus. On ne sait plus rendre intéressantes des histoires comme ça. On se sent tenu de rendre les personnages plus excités et de créer des conflits artificiellement pour dynamiser les interactions entre eux. Bref, bien que je n'avais jamais vu la fin de la saison 1 et que je n'avais aucune idée de si elle était fermée ou pas, quand la production de cette saison 2 a été annoncée en 2012, j'avoue que ma réaction, et probablement celle d'un tas d'autres gens, ça a plutôt été ça. Et après avoir vérifié ce que ça donnait, verdict ? Eh bien, en version courte, la saison 2 est complètement indigente, mais elle est tellement indigente qu'elle en est bénigne. Elle ne gâche rien de l'expérience qu'a été la saison 1. La saison 3 commence plutôt bonne et devient absolument géniale en cours de route. Et la saison 4, tout en restant globalement géniale, a des défauts. Des défauts vraiment très énervants. Mais qui ont au final peu de poids par rapport à sa principale qualité, elle donne bien à la série la fin qu'elle méritait. À l'instar de la fin d'Avatar le dernier maître de l'air, c'est exactement la fin qui était annoncée et qu'on voulait voir. Les héros sauvent le monde grâce aux éléments rapportés des cités d'or qu'ils ont découvertes. Tout le monde n'aime pas les fins conformes à ce qui a été annoncé en début d'histoire, mais nous si, donc de notre point de vue, y a pas photo. Ça aurait été mieux que les 4 saisons soient faites dans les années 80, mais à tout casser, c'est préférable d'avoir ces 3 saisons supplémentaires plutôt que de ne pas les avoir du tout et de rester sur la fin nulle de la saison 1. Ceci étant établi, on va peut-être pouvoir commencer à parler de cette série dans les détails. Avant ça, parenthèse.
La série est très librement inspirée d'un roman des années 60, La route de l'or de Scott Odell. Et comme je vous aime bien, j'ai été le lire, rien que pour vous. Ça t'a plu? Moyennement. Je dirais pas que le livre est mauvais, mais c'est une histoire extrêmement pessimiste sur comment la fièvre de l'or corrompt l'âme humaine la plus pure. On y suit le parcours d'une expédition de conquistadors menée par le capitaine Mendoza, obsédé par l'or au point d'en perdre tout sens de la mesure et tout scrupule, à la recherche des cités d'or du pays de Cibola dont les autochtones leur ont vanté les vertus. Les cités d'or n'existent pas, mais l'expédition parvient tout de même à trouver de l'or, non sans avoir massacré quelques Incas au passage. Puis le capitaine Mendoza est tué accidentellement, et notre héros et narrateur, Esteban, cartographe de son état, se retrouve avec la responsabilité de décider ce qui doit être fait de l'or. La raison voudrait qu'on le laisse sur place pour permettre aux rares survivants de rentrer dans des régions moins hostiles sans se surcharger. Esteban a été campé depuis le début du livre comme une personne raisonnable, responsable et intègre, protégé qu'il était de la fièvre de l'or par sa véritable passion qui l'a poussé à rejoindre l'expédition, celle de cartographier des régions inconnues. Mais à l'instant exact où l'or se retrouve en sa possession, toute son intégrité s'envole. Il ne songe plus qu'à ramener l'or sans se soucier des conséquences. Son obsession, semblable à celle du capitaine Mendoza, lui fait perdre toute mesure, au point que son assistante et guide, Zia, qui est pourtant amoureuse de lui, décide de l'abandonner, et que le père Francesco, dernier membre restant de l'expédition, finit par mourir d'épuisement dans la folle course pour ramener l'or. La mort du père Francesco permet à Esteban de reprendre conscience. Il se débarrasse de l'or, rentre au port espagnol le plus proche où il raconte son histoire, et est arrêté pour avoir trouvé de l'or sans en avoir conservé le 5e qui est dû au roi d'Espagne. C'est de sa cellule de prison qu'il raconte l'histoire. Le livre s'achève sur sa condamnation à y rester 3 ans, condamnation qui l'attriste mais qui ne le révolte pas pour autant, car il se sent assez coupable pour estimer son malheur mérité. La série n'a rien à voir avec le livre. Tu m'étonnes, c'est pas tellement matière à faire une série positive et joyeuse pour les enfants. Pourtant, je crois que quelqu'un a essayé de transformer ce livre en long métrage animé pour les enfants. Sans deck, comment ils ont fait? Je crois qu'ils ont brodé un peu. Esteban. Nous cherchons les cités d'or. Que diable venons-nous de voir? J'en sais rien, mais empressons-nous d'oublier ce que nous avons vu. Tu fais quoi? J'envoie le film à Lionel B. Parenthèse fermée, parlons de la série. Laissons le narrateur nous la présenter. Le XVIe siècle. Des 4 coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace. Joli discours, mais il ne dit pas grand-chose. Bon. Mais avant toute chose, soyez prévenus. Cette vidéo va être le contraire de Scooby-Doo Mystère Associé. Tout l'intérêt de cette série réside dans des spoilers, donc on ne va vraiment pas pouvoir en faire l'économie. Mais rassurez-vous, la série est dense et longue, donc on ne va pas pouvoir parler de tout. Bref, Barcelone, 16e siècle. Le seigneur Gomez, dont on comprend qu'il va être un méchant important parce qu'il est doublé par Piratet, prépare une expédition pour le Nouveau Monde, plus précisément pour le Pérou, actuellement gouverné par Francesco Pizarro. Attention, pas une expédition ordinaire, car Pizarro a confié à Gomez une mission très spéciale. Enlever et ramener au Pérou la petite Zia, jeune Inca arrachée à son pays à l'âge de 7 ans et offerte comme servante à la reine d'Espagne, et qui, étant fille d'un guérisseur Inca, a la particularité de savoir déchiffrer les quipus, ces messages codés à base de nœuds fabriqués par les Incas. Si Pizarro veut disposer d'un tel savoir, ce n'est pas juste pour le plaisir de la lecture, c'est parce qu'il pense avoir mis la main sur un quipu pouvant lui indiquer la position des mystérieuses cités d'or, des villes légendaires qui font rêver les Espagnols depuis la découverte du Nouveau Monde, des cités où les murs, les pavés, la vaisselle seraient en or. Obéissant, mais désireux de ne pas se salir les mains, Gomez charge de cette sinistre besogne son navigateur Mendoza, marin expérimenté et roublard qui, lui aussi, rêve de découvrir les cités d'or et de s'enrichir grâce aux trésors qu'il pourra y trouver. Sauf que Mendoza a à sa disposition un indice que ni Pizarro ni Gomez ne connaissent. Quelques années auparavant, alors qu'il traversait le Pacifique avec Magellan, son expédition a croisé une barque en perdition au milieu d'une tempête, avec à bord un homme et un bébé. Mendoza ne manquant ni de courage ni de force physique, il fut le seul à oser se jeter à la mer pour rejoindre la barque. Son acte de courage permit de sauver l'enfant, mais pas le père, que la mer emporta loin de Mendoza sans que celui-ci ne puisse rien faire. Alors qu'il luttait contre les vagues avec l'enfant dans les bras, Mendoza remarqua autour du cou du bébé un étrange médaillon représentant le soleil. Pressentant que ce pendentif avait une signification particulière, Mendoza prit le temps de retirer à ce bijou un morceau détachable, ne laissant à l'enfant que l'autre partie, en forme de croissant de lune. Depuis cette aventure, Mendoza a fait des recherches sur ce médaillon, et a acquis cette certitude. Le médaillon, l'enfant et le père venaient des cités d'or. Pour les trouver, en plus d'enlever Zia, il lui faudrait donc retrouver cet enfant. Coup de chance, cet enfant est resté à Barcelone au retour de l'expédition de Magellan. Il a été confié au père Rodriguez, qui lui a donné le nom d'Esteban, et l'a élevé comme son fils dans son monastère.
Malgré son statut d'orphelin, Esteban a vécu une enfance relativement heureuse à Barcelone, à un détail près. Comme la tempête à laquelle il a été arraché s'est miraculeusement apaisée à partir du moment où Magellan a réussi à le faire sourire, il a la réputation de pouvoir appeler le soleil en toutes circonstances. Ce qui fait que les habitants de Barcelone le poursuivent et l'obligent à appeler le soleil à chaque averse. Il est devenu à son corps défendant une vedette locale. Autant dire qu'il n'est pas bien difficile pour Mendoza de le retrouver. Et comme le père Rodriguez qui a élevé Esteban vient justement de mourir, emporté par son grand âge, il n'est pas bien difficile à Mendoza de convaincre Esteban de quitter Barcelone et de l'accompagner au Nouveau Monde à la recherche des cités d'or, de ses origines et peut-être de son père s'il a survécu. À bord de l'Esperanza, le bateau qui le conduit en Amérique, Esteban rencontre Zia, pas très ravie de la façon cavalière dont elle a été entraînée sur ce bateau, mais finalement satisfaite d'avoir cette occasion de rentrer au Pérou, car elle espère bien pouvoir y retrouver son village et son père qu'elle n'a pas vu depuis des années. Chose très curieuse, Zia porte à son cou un médaillon similaire à celui d'Esteban, qui lui vient de son père. Mais ils n'ont pas vraiment la possibilité de comprendre ce que cela signifie avant d'avoir rejoint le Nouveau Monde pour y découvrir d'autres indices. La traversée se passe à peu près sans histoire jusqu'au moment où l'expédition passe le détroit de Magellan. Peu après ce point, quelque part au niveau des Galapagos, le navire essuie une tempête. Les enfants Mendoza et deux de ses comparses, Sancho et Pedro, qui sont visiblement de mèche avec lui depuis un moment pour doubler Gomez et Pizarro et chercher les cités d'or de leur côté, sont séparés du reste de l'expédition et dérivent sur une épave jusqu'à un archipel qu'ils parviennent à rejoindre de justesse parce que Mendoza est super badass. Parce que Mendoza est super badass, mais surtout parce que c'était écrit. En effet, dans cet archipel, nos héros rencontrent un troisième enfant, Tao, qui vit seul dans un village arboricole avec son perroquet Pichou et leur explique qu'il est le descendant du peuple très avancé et aujourd'hui disparu qui a bâti les cités d'or, le peuple de Mu. Le continent de Mu, dans la mythologie du monde réel, c'est la grande civilisation légendaire super avancée qui a disparu au fond du Pacifique. C'est la même chose que Quetzal dans Flipper et Lopaka et que la Lémurie dans Sous les mers et Mighty Max. Apparemment, sous la plume de certains archéologues comme Augustus le Plongeon, Mu serait juste un autre nom de l'Atlantide. Sauf que dans les mystérieuses cités d'or, c'était bien un continent dans l'océan Pacifique qui était justement en guerre avec l'Atlantide, son homologue de l'océan Atlantique. Je ne suis pas certain que le choix du terme ambigu de Mu, qui peut aussi bien désigner l'Atlantide que la Lémurie, soit complètement innocent. J'y reviendrai, on parlait de Tao là. Oui. À la grande surprise de tout le monde, Tao n'est absolument pas étonné de voir débarquer nos amis sur son archipel. Il annonce même qu'il les attend depuis des milliers d'années. Ce qui est une façon de parler vu qu'il a 12 ans. C'est pour ça qu'il parle espagnol couramment ? J'en sais rien. Pour en revenir à Tao, il a une connaissance parcellaire du savoir immense de ses ancêtres, le peuple de Mu. Il sera le cerveau du groupe. Il connaît également l'origine des cités d'or. Pour résumer, avant d'être décimée par un cataclysme issu de la guerre entre elle et l'Atlantide, la civilisation de Mu a eu le temps de laisser derrière elle une prophétie. Cette prophétie, Tao l'a exposée au début de cette vidéo. Un grand danger menace la planète, et pour éviter la fin du monde, il faut découvrir et rassembler les 7 cités d'or cachées de par le monde par l'empereur de Mu. Accessoirement, la prophétie prévoit qu'une des cités soit détruite dans l'opération par des hommes à la peau blanche, donc il faut faire vite. Alors, soyons honnêtes. Ni Esteban ni Zia n'adhèrent à cette idée qu'ils seraient les élus d'une prophétie et seraient investis de la mission de trouver les 7 cités. C'est sûr que c'est une curieuse coïncidence qu'ils aient tous les deux le même médaillon, qu'ils aient atterri pile dans l'archipel où se trouve quelqu'un capable de déchiffrer les écritures du peuple qui a construit les cités, et qu'un mode d'emploi pour quitter l'archipel et rejoindre le continent les attend ici depuis des siècles, écrit pile dans le code que Zia est capable de lire. Mais de là à se prendre pour des élus, il y a quand même une marge. Leur motivation pour trouver les cités d'or est qu'ils espèrent y retrouver des informations sur leurs pères respectifs. Ils oublient donc assez vite cette histoire de prophétie. Tao, qui a surtout envie d'en apprendre davantage sur ses ancêtres en explorant les cités d'or, l'oublie assez vite également. Les adultes, qui n'ont pas vraiment entendu le récit de la prophétie et dont l'objectif est surtout de s'en mettre plein les poches une fois les cités trouvées, ne se soucient pas tellement de la question. Une fois sur le continent, on balance une ou deux fois à Esteban la légende du retour du serpent à plumes pour lui laisser entendre qu'il serait cette divinité réincarnée, mais il n'y attribue pas plus de foi qu'à la prophétie de Tao, étant habitué depuis toujours à ce qu'on lui prête des pouvoirs magiques auxquels lui-même n'a jamais cru. Bref, notre groupe de héros, maintenant complet, va entamer un long voyage à travers l'Amérique latine, explorer les lieux les plus étranges et rencontrer les gens les plus divers et variés. Pourquoi est-ce qu'ils parlent tous espagnol? Déchiffrer des messages que seuls pouvaient déchiffrer, relever des indices que seuls pouvaient relever, découvrir des artefacts que seuls pouvaient découvrir, entre autres un bateau à énergie solaire et un avion en forme de condor à énergie solaire également, qui leur permettront de parcourir des distances que seuls pouvaient parcourir, dans un long jeu de piste qui les conduira finalement à la première cité d'or. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que cette série c'est Jules Verne rencontre Indiana Jones. La destination est un enjeu important de l'histoire, mais ce qui maintient devant l'épisode, c'est les péripéties qui ont lieu sur le chemin. Les auteurs ont appliqué à la lettre la devise du marin Shadok. Quand on va quelque part, il vaut mieux regarder là où on ne va pas
car là où on va, il sera toujours temps de le regarder quand on y sera. La série s'attarde énormément sur les rencontres et les découvertes que nos héros font sur le trajet. Et l'emphase dessus est renforcée par la présence de documentaires en fin d'épisode qui nous en apprennent davantage sur les civilisations précolombiennes croisées par nos héros et l'époque à laquelle se passe l'histoire. La saison 2 essaiera de reprendre ce principe, mais à part pour les documentaires qui restent très sympathiques jusqu'au bout de la série, ça ne marchera pas des masses, parce qu'il manquera l'ingrédient essentiel qui rend les anecdotes de voyage intéressantes dans la saison 1. Chacune d'entre elles sert au scénario global, soit en apportant une information nécessaire pour déterminer l'endroit où sera trouvé le prochain indice, soit en alimentant la réflexion générale sur ce que pourrait être l'étape finale, soit en donnant l'occasion aux personnages de montrer quel type de personnes ils sont et quelle est leur valeur, soit en les faisant interagir de manière à montrer ou développer leurs relations et leur complicité. Les anecdotes de la saison 2, elles sont anecdotiques. Les événements se passent et c'est tout. Ils ne poussent pas les personnages dans leur dernier retranchement, ils ne leur donnent pas l'occasion de faire preuve d'intelligence ou de force morale. De temps en temps, un indice est découvert et ouvre une piste vers l'indice suivant, mais ça n'a plus rien d'excitant, ça n'est plus méritoire. N'importe qui, en étant l'élu de la prophétie, aurait trouvé. Avant de décrire la saison 2, faudrait qu'on finisse de décrire ce qui marche dans la saison 1. Les anecdotes de voyage, donc, sont rendues passionnantes, soit parce qu'elles sont l'occasion pour les personnages de briller et de nous impressionner, soit parce qu'elles sont rendues excitantes par une vraie sensation de progression dans l'intrigue principale. Bon. Bien qu'il soit particulièrement solide pour les années 80, le scénario souffre occasionnellement quelques imprécisions, et comme on a dit, il y a quand même un moment où la saison 1 s'épuise, et où ces anecdotes, sans atteindre les niveaux d'indigence qu'on atteindra dans la saison 2, font plus remplissage qu'autre chose. Certaines même paraissent incongrues et out of character. Si cette anecdote du barrage est out of character, c'est parce qu'elle est directement adaptée du livre, et que le Mendoza de la série n'a rien à voir avec celui du livre. C'est plus compliqué que ça. Il semble y avoir, y compris chez les auteurs, un énorme malentendu concernant la personnalité de Mendoza. À la fin de la saison 1, il a un long discours de rédemption où il explique qu'il s'est attaché aux enfants et que du coup il va se battre avec altruisme pour défendre leur cause, et cesser d'être égoïste et de ne penser qu'à lui. Bref, l'intention était clairement d'en faire un personnage trouble qui finissait par aller vers la lumière. Sauf que dans les faits, Mendoza n'a jamais été un personnage trouble. Il débute en étant le seul marin qui ait le courage de se jeter à l'eau dans une tempête pour aller sauver une barque en perdition, et ne songe à voler le bijou du bébé qu'il vient de sauver qu'une fois la question du sauvetage réglée. Il enlève Zia sur ordre de Gomez, mais il s'assure tout de même qu'il ne lui arrive rien de fâcheux quand elle tombe entre les mains de Pizarro. Il montre à plusieurs reprises que son envie de s'enrichir n'ira jamais le pousser à faire du mal aux enfants, et toutes ces actions, jusqu'à la fameuse scène tirée du bouquin, sont des actions positives. Ça ne veut pas forcément dire qu'il est très gentil. En fait, ça veut simplement dire qu'il a conscience qu'il n'est pas en conflit d'intérêts avec les enfants et qu'ils peuvent être inconditionnellement alliés. Mais du coup, si le but était d'en faire un personnage ambivalent, c'est raté. Phil, le manager des Mighty Ducks, ça c'est un personnage ambivalent. Mendoza, non, c'est pas un personnage de méchant qui est en réalité un gentil qui s'ignore, ni un personnage de gentil qui fait des actions limite. C'est un personnage de gentil dont la gentillesse n'est pas incompatible avec le fait de chercher à gagner quelque chose dans l'aventure si c'est possible. C'est pas l'histoire d'un homme qui apprend la bonté grâce au contact d'enfants au cœur pur, c'est l'histoire de gens qui font semblant d'être ensemble parce qu'ils ont des intérêts communs alors qu'en réalité ils sont amis. Et c'est bien plus intéressant comme ça. Ça, on sait pas. La recette Long John Silver est une bonne recette. Oui, quand la relation entre Long John Silver et Jim Hawkins est le sujet de l'histoire. Or, le sujet de l'histoire ici, c'est la recherche des cités d'or. Pour rendre une rédemption de Mendoza centrale dans ces circonstances, il faudrait que ce ne soit pas son attachement pour les enfants qui le change, mais la prise de conscience de la nécessité de leur quête pour sauver le monde. Donc il faudrait qu'il commence l'histoire en étant beaucoup moins pragmatique, beaucoup plus borné, beaucoup moins capable de penser sur le long terme, et on y perdrait parce qu'une des raisons qui donne envie de regarder l'épisode suivant, c'est que Mendoza pue la classe. Il a toujours un coup d'avance, il ne se laisse jamais démonter, il garde son calme en toutes circonstances, il est excessivement compétent, et il a suffisamment d'audace pour avoir toujours l'idée qui sauvera la situation. Qu'est-ce qu'on peut faire, Mendoza ? Il suffit de leur voler ce canon et le tour est joué. Et cet incroyable Gary Stu est totalement dévoué à nos héros. Quelles que soient ses motivations, ça donne à notre trio principal un prestige que des dizaines d'épisodes n'auraient pas pu installer aussi efficacement. Assez curieusement, non seulement les auteurs ne semblent pas avoir conscience d'avoir campé le personnage comme ça, vu qu'il lui donne un discours de rédemption à la fin, et que les héros, eux, surtout Zia et Tao, se méfient exagérément de lui au point de refuser de suivre son plan même quand il est bon, mais si on en croit les retours qui nous ont été faits, les spectateurs eux-mêmes n'en ont pas conscience, puisqu'ils s'étonnent de la réapparition de Mendoza dans les saisons suivantes, étant donné que celui-ci a terminé son arc de rédemption. Mais quel arc de rédemption! Malgré ce fameux discours, la saison 1 se termine bien par Mendoza et ses deux sidekicks rentrant en Espagne les poches pleines d'or. Si le désir d'être riche, qui est leur seul travers manifeste, était un défaut en soi, ils n'en sont absolument pas guéris à la fin, ils sont même satisfaits. C'est pas vraiment un arc de personnage qui aurait une conclusion. En tout cas, la narratrice de la série est influencée par ce malentendu, parce qu'elle n'aime vraiment pas Mendoza.
À chaque résumé d'épisode précédent, elle attribue ses hauts faits à quelqu'un d'autre. Grâce à l'intervention de Pichu, Esteban et ses compagnons échappent au danger qui les menace. Ouais, malgré la qualité générale de la série, les résumés d'épisodes précédents, c'est autant n'importe quoi que dans Princesse Sissi. Bref, autant il était totalement logique de la part du Mendoza du livre d'être à ce point obsédé par l'or qu'il veuille briser une digue et inonder un village d'Indiens pour pouvoir récupérer l'or qui a été jeté dans le lac artificiel retenu par la digue en question, autant ce n'est pas logique de la part du Mendoza de la série de prendre cette décision alors que sa cupidité ne lui a jusqu'à présent jamais fait perdre la tête, ni poussé à entreprendre des actions authentiquement répréhensibles, et ne l'a jamais amené à mettre en danger les enfants qui se trouvent actuellement dans le village qui compte inonder. Bref, la deuxième moitié de la saison 1 contient des moments faiblards et out of character. La saison dans son ensemble contient également des éléments un peu candides, comme le fait que les tribus de guerrières amazoniennes soient blanches comme des cachets d'aspirine, que la cordillère des Andes soit habitée par des géants d'heroic fantasy, et qu'au bout d'un moment ça commence à vraiment devenir ridicule que tout le monde parle couramment espagnol. La dernière péripétie intéressante est la découverte des Olmecs, des créatures humanoïdes mais qui ne semblent pas humaines pour autant, qui vivent dans une base souterraine maintenue par une technologie très avancée mais qu'ils ont du mal à entretenir et qu'ils ne doivent pas complètement maîtriser puisqu'à côté de ça ils se battent avec des lances et des poignards, et dont la majorité de la population est cryogénisée car, prétendument, une maladie ou tout simplement leur stérilité menace leur peuple d'extinction. Ces Olmecs expliquent qu'ils ont dû se réfugier sous terre au moment du grand cataclysme causé par la guerre entre l'Atlantide et Mu, et que leur vie souterraine a entraîné des mutations qui leur donnent l'apparence qu'ils ont actuellement et la maladie précédemment évoquée, mais qu'à part ça, ils sont humains. En français, les Olmecs disent descendre du peuple de Mu, et en japonais, langue co-originale puisque le Japon est coproducteur de la saison 1, de l'Atlantide. La saison 2 rappelle qu'ils ont prétendu descendre de Mu comme en VF, mais la saison 4 prendra le parti de la version japonaise en montrant d'autres Olmecs généalogiquement liés à ceux de la saison 1 qui se disent Atlantes et cryogénisés sous terre pour reprendre le combat contre Mu une fois le grand cataclysme passé. Donc, Atlante ou Muin, ces Olmecs? Les deux options posent problème pour des raisons différentes, et l'idée que ce soit des Atlantes suppose qu'il y ait, dans la guerre entre Mu et l'Atlantide, des gentils, qui sont les Muins, et des méchants, qui sont les Atlantes. C'est pas du tout dans l'esprit de la série. Alors, en guise d'introduction à ce que je vais dire, je tiens à souligner que Les Mystérieuses Cités d'Or est, depuis le début, une série profondément humaniste. Elle croit indécrotablement, et parfois même un peu trop, que les humains sont tous semblables, ont les mêmes sentiments, les mêmes ambitions et les mêmes vices par-delà les canevas culturels qui influencent la forme que prennent ces tendances. Elle nous dit également que la cause de la guerre entre l'Atlantide et Mu était tellement stupide que l'histoire ne l'a pas retenue. Rien de ce qui nous est dit sur la différence entre les Atlantes et les Muins n'étant convaincant, je propose que les Atlantes et les Muins étaient fondamentalement le même peuple, des groupes au sein de la même grande civilisation du temps où le monde était un seul continent. À l'époque où le monde entier n'était qu'un immense continent. Et que ce conflit oublié par l'histoire était une sorte de guerre civile entre différentes castes. Ou un truc comme ça. Ou que la guerre a duré si longtemps, La guerre entre Atlantide et Mu a duré plus de 100 ans. que les deux camps en sont ressortis tellement métissés que plus rien de concret ne les distinguait, si ce n'est des critères arbitraires qui justifient que ces deux peuples aient eu exactement la même technologie, que soi-disant ils se volaient respectivement. Quoi qu'il arrive, ce que disent les Olmecs, que ce soit dans la saison 1 ou la saison 4, paraît assez fumeux, et on peut imaginer que toute langue confondue, c'est simplement des militaires de mauvaise foi qui ont à moitié perdu la mémoire et n'ont pas le recul nécessaire pour se rendre compte qu'ils sont partisans dans une guerre qui n'avait déjà plus aucun sens 12 000 ans avant le début de la série. La constante en tout cas, c'est que ces Olmecs ne sont pas des extraterrestres, malgré leur tête de créature de Roswell. Ce sont des humains qui ont muté. On n'en démordra pas jusqu'à la fin de la série, et on verra même une photo holographique de l'un d'eux avant qu'il ait cet aspect, et qui prouve que ces êtres sont bien des Atlanto-Muins. Étant donné qu'ils comptent assurer la survie de leur peuple en volant des enfants humains pour prélever leurs cellules souches et les greffer à leurs malades, et changer l'axe de rotation de la Terre pour pouvoir créer un climat propice à leur développement en surface, ils pourraient constituer une menace assez crédible pour être celle annoncée par la prophétie de Tao, d'autant plus qu'ils ont la peau blanche, et qu'il est prévu qu'une cité d'or soit détruite par des hommes à la peau blanche. Malheureusement, à ce moment-là, la prophétie est tombée dans un trou du scénario, Esteban, Zia et Tao ne cherchent qu'une cité d'or, dont ils continuent de parler au pluriel, ce qui est bien la preuve que le scénario lui-même a complètement changé de direction, et les Olmecs la cherchent également, pour plusieurs raisons successives qui se contredisent, mais en définitive car une source d'énergie capable d'alimenter leur machine a changé l'orientation des pôles s'y trouve, s'ensuit un dernier arc assez inintéressant où Olmec et Maya s'affrontent, mais comme on ne nous a pas assez expliqué ce que sont les Olmecs, ce n'est pas très captivant. Héros et Olmec font la course à la cité d'or, et l'arc se résout par les méchants se détruisant tout seul, et un nouveau cataclysme étant évité par un nouveau mystérieux personnage sans que nos héros n'aient l'occasion de servir. Nouveau personnage qui, a priori, meurt en empêchant la catastrophe, et dont Mendoza découvre dans la foulée qu'il s'agissait du père d'Esteban, qui a survécu à la tempête du flashback. La cité d'or, quant à elle, est ensevelie dans l'opération, mais Mendoza a réussi à se remplir un sac d'or, donc tout va bien. Là-dessus, Esteban, Zia et Tao décident de partir en Asie pour rechercher le père d'Esteban,
dont ils ont appris pendant leur voyage qu'il en venait. Et Mendoza, en dépit de ses beaux discours comme quoi il s'est attaché aux enfants, les laisse partir à cette chasse au Dahu. Quel enfoiré! Ah, et Gomez, vous vous souvenez, le méchant doublé par Piratek qui a poursuivi les enfants pendant toute la saison 1 pour le compte de Pizarro avec son sidekick Gaspard, bah il s'associe brièvement aux héros pour les retrahir ensuite dans le but d'accéder à la Cité d'Or, et est finalement laissé pour mort dans la destruction de cette dernière sans que sa progression dans l'intrigue trouve réellement une conclusion satisfaisante. Il n'est pas le seul personnage dans ce cas d'ailleurs. Autant dire que c'est sûr, on pourrait s'arrêter là, mais ce serait vraiment pas une fin satisfaisante et elle laisserait un sérieux goût d'inachevé. Les héros n'ont vraiment servi qu'à fournir à un tiers l'objet qui lui permet d'arrêter un cataclysme qui n'aurait pas eu lieu s'il n'avait pas été là pour fournir aux méchants la possibilité de le provoquer, vu que seuls les médaillons d'Esteban et Zia peuvent ouvrir la porte des cités d'or. Une seule cité a été découverte alors qu'on nous en annonçait 7, la prophétie est tombée dans un trou du scénario, et surtout on quitte nos héros partant sans leur médaillon à la recherche de quelqu'un qu'on a vu mourir dans une précédente scène. Non, vraiment, ce serait insupportable de rester sur ça. Ça justifie de continuer même 30 ans après. Bref, plusieurs mois plus tard, les enfants, qui n'ont soit dit en passant pas pris un centimètre durant ce laps de temps, vont chercher Mendoza à Barcelone pour lui demander si, en fait, il aurait pas oublié de les prévenir que le père d'Esteban était mort et que ça servait à rien de le chercher. Et au passage pour lui montrer une carte qu'ils ont trouvée au cours de leur recherche en Amérique latine et qui pourrait être un indice pour localiser les autres cités d'or. Ils le trouvent en prison, vu que 3 hommes qui reviennent du Nouveau Monde avec les poches pleines d'or, ça n'a pas manqué d'attirer l'attention de Charles Quint, le roi d'Espagne, qui a confisqué l'or en question et chargé un méchant encapuchonné, Zares, dont la démarche lourde et la voix rauque ne rappellent absolument pas Dark Vador, de faire dire à Mendoza et à ses hommes où ils ont trouvé ce trésor. Tout le monde s'accordera à dire que, méchant repenti ou gentil bourlingueur, s'il y a bien une chose que Mendoza n'est pas, c'est une balance. Ce qui fait qu'il croupit en cellule avec ses 2 sidekicks, aucun des 3 n'ayant accepté de parler. Nos 3 enfants font donc évader les adultes, et c'est reparti pour un tour à explorer le monde à la recherche des cités, visitant de nouveaux lieux, rencontrant de nouvelles personnes... Ah non! Ah non! Ah non! Je vous préviens immédiatement. Je peux accepter le changement de graphisme et de ton. Je peux accepter que les superbes musiques aient été remplacées. Je peux accepter la réinstrumentation du générique. Mais ça, je vous le dis, ça ne sera pas tolérable. Ouais, on vous a dit que ce qui marchait dans la saison 1, c'était le côté Jules Verne rencontre Indiana Jones. Mais il n'y a pas que ça. Un des éléments majeurs de l'ambiance, c'est la complicité indéfectible qui unit les 3 enfants. La relation entre Esteban et Zia n'est jamais explicitement présentée comme étant une relation amoureuse, mais c'est quand même clair qu'ils s'adorent, ils s'en cachent pas, et ils se conduisent ensemble comme s'ils étaient un couple. Comme je disais en début de vidéo, en 30 ans, le style d'écriture a changé. On ne sait plus rendre des dialogues dynamiques sans chercher des prétextes pour faire se disputer les personnages, et on ne sait plus écrire une histoire d'amour sans introduire des Williams. Bah, t'inquiète pas. Zia rencontrera un garçon dans chaque port, elle se mettra à minauder à chaque fois, mais ça n'ira jamais plus loin, ça restera totalement inconséquent. En fait, tout dans cette saison 2 reste complètement inconséquent. C'est pas vraiment que le ton soit plus enfantin à proprement parler, non, c'est réellement ce qu'on disait tout à l'heure. L'histoire n'est plus qu'une succession d'anecdotes sans autre lien entre elles que le fait d'arriver les unes après les autres, et sans autre intérêt que d'occuper du temps d'épisode. Les auteurs avaient bien compris qu'un des éléments qui faisait l'identité de la saison 1, c'est que le voyage était souvent plus important que la destination, et qu'elle prenait bien le temps de détailler les anecdotes de parcours. Mais ils n'ont pas compris que si ça fonctionnait, c'est que ces anecdotes introduisaient quand même un suspense par rapport à l'enjeu principal, ou permettaient de révéler quelque chose sur les personnages ou de resserrer les liens entre eux. Ils ont seulement retenu que la recette à appliquer, c'est qu'il fallait faire s'enchaîner des anecdotes. Et ils les font s'enchaîner, sans que ça n'ait aucune conséquence à part de s'être produit et d'occuper du temps d'épisode avant l'anecdote suivante. Ils n'ont pas compris ou pas voulu comprendre. Je me demande s'il n'y a pas un peu de mauvaise volonté là-dedans quand même. Si cette saison 2 n'est pas une critique de la saison 1 par la caricature. Zia était peu proactive dans la saison 1 et parfois il y avait moyen de la trouver un peu nunuche. La saison 2 en fait un cliché en la faisant craquer comme ça sur tous les garçons qui passent. Une interview a révélé que les auteurs considéraient que la Zia de la saison 1 avait plus une fonction décorative qu'autre chose, mais qu'ils ont préféré attendre l'aval des ayants droit à qui la saison 2 a plu, ça me dépasse, pour lui donner un rôle plus proactif. Ça, c'est un sujet à soi tout seul, j'y reviendrai. C'est peut-être pareil pour le côté c'est le voyage qui compte, pas la destination. Ils trouvaient le concept débile, l'ont mis en scène de manière débile et y ont renoncé dès qu'ils en ont eu l'autorisation. Tu notes d'ailleurs que maintenant les documentaires de fin d'épisode sont ponctués de commentaires bétifiants faits par Pichou, le perroquet de Tao. Bétifiant, t'exagères. Ça a l'air bétifiant parce que c'est dit avec une voix de perroquet, mais c'est ni plus ni moins que les questions que poserait Fred à Jamie. Moi je suis assez content de cet ajout qui dynamise un peu les commentaires. En plus, ces documentaires s'agrémentent maintenant d'une section Le Scoop de Pichou, où on case un petit détail historique incongru qui n'a pas pu être casé ailleurs dans le documentaire. Quitte parfois à ce que ça serve à lancer une pique gentille aux animateurs. Sauf qu'au XVIe siècle, à l'époque où vivait Esteban, cette colonne n'existait pas encore. Elle a été construite 400 ans plus tard pour rendre hommage à Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. 400 ans plus tard? La boulette des décideurs!
Pichou, tout le monde peut se tromper. En tout cas, les auteurs étaient contents de ce format. Pichou restera présent dans les documentaires de fin d'épisode jusqu'à la fin de la saison 4. À propos des documentaires de la saison 4, figurez-vous qu'ils ont été tournés en 2020. Les personnes interviewées ou filmées ont des masques. Ça fait de cette série historique un document historique. C'est la classe, hein? Pour en revenir à la présence de Pichou dans ces segments, au moins, ça le campe comme un personnage à part entière. Son statut est bizarre depuis le début de la saison 1. On sent qu'il est censé se comporter comme un véritable animal, et pas comme une créature pensante, mais il fait des vraies phrases, donne de vraies informations, et fait de vraies conversations. La saison 2 tranche plus ou moins en faisant de lui quasiment un animal parlant façon Scooby-Doo. C'est pas une trahison par rapport à ce qu'il était dans la saison 1, c'est plutôt une affirmation de ce qu'il était. On a tout au plus loupé l'occasion de dire que c'est normal qu'il se conduise comme un humain, parce que c'est une créature fantastique, chargée par le destin de guider ceux qui cherchent les cités d'or. On a beaucoup accusé cette saison 2 de modifier la caractérisation des personnages, mais c'est pas exactement ça qui se passe. Les personnages sont toujours les mêmes, ils sont juste beaucoup plus excités à cause du nouveau style d'écriture. Mais si on les regarde globalement, ils ont des évolutions, des arcs personnels qui se résolvent, des éléments scénaristiques qui vont influencer leur humeur et leur comportement, mais le fond général ne change pas, la mise en scène change, et l'intérêt qu'on porte à l'action avec elle. Je propose qu'on s'attarde peu sur cette saison 2. Quand on la regarde en s'attendant à une véritable catastrophe, on se dit que les dégâts sont pas si grands qu'on aurait pensé, mais c'est franchement pas une bonne saison. Elle est inintéressante, et les événements qui la constituent vont du sans intérêt au carrément stupide, en passant par les grosses longueurs. Mais elle introduit des éléments scénaristiques qui vont servir dans la suite, qui, comme nous l'avons dit, est bien meilleur. En premier lieu, Zarès. Zarès ne passe pas tout son temps caché sous une capuche. Il a une identité secrète. Mais autant dans Land First Quest, il nous a paru assez clair que les auteurs souhaitaient ne laisser aucune ambiguïté sur le fait que Thanos est Averroès, autant dans la saison 2 des Mystérieuses Cités d'Or, c'est bizarre. Déjà, nos héros sont en Chine, pourquoi tout le monde y parle espagnol? Et il n'y rencontre qu'un seul Européen, dont Mendoza se méfie immédiatement, et Mendoza ne se trompe jamais vu que c'est un garistou, et qui est tout de suite campé comme quelqu'un qui n'a pas peur de massacrer quelques pirates pour parvenir à ses fins. Est-ce que le spectateur est censé deviner que c'est lui Zarès ou pas? Je crois que le spectateur est censé deviner, mais croire que c'était pas volontaire de la part des auteurs de lui avoir permis de deviner, et se sentir intelligent de l'avoir fait. En tout cas, je vois pas d'autre logique à la façon dont c'est fait. Il y a quand même de très gros indices qui nous sont laissés, mais si gros qu'ils soient, ils ne sont pas plus mis en avant que ça non plus, et à côté, il y a des ruses pour nous faire croire qu'on a vu Zarès et ce bonhomme en même temps. Autant dans Land First Quest, on pouvait au moins affirmer que l'histoire est plus intéressante en sachant que Thanos est Averroès qu'en ne le sachant pas, autant dans la saison 2 des Cités d'Or, l'histoire n'est pas intéressante qu'on sache l'identité de Zarès ou non. Du coup, on va prendre le parti de croire que les enfants ne sont pas stupides et auront deviné. Zarès, c'est lui, Ambroise de Sarles, dit Ambrosius. Un alchimiste et le premier français de la série. Il prétend à Charles Quint qu'il travaille pour lui, mais en réalité, il cherche les Cités d'Or pour lui-même. Non pas à cause de l'or. D'ailleurs, il nous l'apprend, les Cités d'Or ne sont pas en or, sauf probablement la première dont la prophétie prévoyait la destruction, mais en auricalque, cette matière qui traditionnellement a été créée par les Atlantes dans la fiction, mais ici a visiblement été créée par les Muins. Encore qu'on a déjà eu l'occasion de dire que les technologies atlantes et muennes étaient assez confondues. Non, ce qui l'intéresse Ambrosius, c'est les dites technologies qui lui permettront de devenir puissant et, en cœur, tenter de conquérir le monde. À première vue, c'est pas très intéressant comme concept. Mais les saisons 3 et 4 sauront en faire quelque chose de bien. Déjà parce que, à l'instar des Olmecs, il ne sera pas le grand danger annoncé par la prophétie, ce grand danger sera autre chose. Et contrairement aux Olmecs, son concept en tant que méchant n'est pas si intéressant, donc il vaut mieux qu'il soit une péripétie plutôt que le boss final. Ensuite parce que son désir de puissance lui est inspiré par la certitude qu'il est plus intelligent que n'importe qui, et donc plus apte que qui que ce soit à diriger le monde pour en faire un paradis à la manière de Canaletto. Ou de Cortex pour rester sur ceux qui tentent de conquérir le monde. Je vaux mieux que tous ces rois fantoches qui se partagent le monde à coups de guerre et de trahison. Enfin, parce que sa soif de savoir n'est pas uniquement dictée par le désir de puissance. Il est réellement compétent en tant qu'ingénieur et scientifique. Il sait lire l'écriture du peuple de Mu, il a construit une nave volante alimentée par ce qui est potentiellement de la fusion nucléaire, rien que ça, à partir des connaissances contenues dans ses écritures. L'exosquelette qui lui sert à se déguiser en Zarès est également construit sur base de ses documents. Bref, il s'intéresse réellement à la science, à la technologie, à l'histoire. Oh, merveille des merveilles. Et du coup, développe une affection totalement sincère pour l'intellectuel du groupe de héros, Tao, dont il se met à rêver de faire son apprenti et son héritier. Non, vraiment, ça rappelle pas du tout Dark Vador. Non, en effet, Ambrosius n'a vraiment aucun intérêt à faire de Tao son fils adoptif. Il veut ça parce qu'il l'aime réellement, et a réellement la personnalité que Tao apprécie chez lui avant de découvrir qu'il est Zarès, tout en étant un authentique méchant au-delà de toute rédemption que Tao ne peut vraiment pas aimer.
Car le vrai visage d'Ambrosius n'est pas plus celui de Zarès que celui de l'alchimiste jovial. Il est les deux à part égale. S'il est plus méchant quand il a son armure, c'est juste parce qu'elle lui donne confiance en lui. C'est ce qui nous permet d'affirmer que, contrairement à ce qu'on lit beaucoup sur internet, les saisons 2, 3 et 4 ne sont pas destinées à un public plus jeune que la saison 1. Non seulement la saison 1 avait déjà son lot d'éléments un peu candides, comme on a dit, mais les saisons 2, 3 et 4 se payent le luxe de camper des situations inconciliables comme ça. Le caractère ambigu du personnage d'Ambrosius est un genre peu courant dans les séries animées pour la jeunesse, et en fait un personnage vraiment intéressant dans les saisons 3 et 4. Tao n'était pas Ophir. Serait-il mort? Non, pas Tao. Il explorait sûrement une autre piste, vers la 6e cité d'or. Mais oui, ils ont trouvé une piste! Dire que le ton de la saison 2 est plus enfantin, c'est une erreur de diagnostic. C'est juste mal raconté. On croit sans cesse qu'il va se passer quelque chose d'intéressant, mais ça n'arrive jamais. Et les péripéties sont parfois dépourvues de sens. Elles sont mises dans le but de rajouter du suspense, mais les scénaristes n'ont pas fait l'effort de donner des motivations crédibles aux personnages pour agir comme ils font. La dernière fois que j'ai vu des péripéties invraisemblables comme ça, c'était dans la saison 1 de Sophie et Virginie. Quand on y pense, le fait d'installer des Williams dans chaque port et de n'aller nulle part avec ça est représentatif de ce qu'est la mauvaise qualité d'écriture de cette saison 2. La série est consciente de quels sont les types d'événements qui arrivent dans ce genre d'histoire, mais pas consciente du fait qu'une histoire, c'est pas juste une succession d'anecdotes. Il faut que ce soit des péripéties, il faut que ce soit significatif. C'est une erreur de débutant. Je me suis sans doute trompée tout à l'heure. C'est la fanfiction de quelqu'un qui aimait réellement la saison 1, mais ne sait pas comment écrire pour rendre l'histoire intéressante. Avant de tourner la page de la saison 2 pour aborder la saison 3, il faut qu'on évoque d'autres éléments scénaristiques qu'elle introduit et qui vont orienter le scénario jusqu'à la fin. Déjà, même si on ne redit jamais la prophétie telle que Tao l'a dite dans la saison 1, et même si on ne rappelle jamais que les héros sont censés savoir en quoi elle consiste, on recommence à beaucoup insister sur le fait qu'Esteban et Zia sont les élus choisis de tout temps par le peuple de Mu pour découvrir les 7 cités d'or. Le fait que la série ait oublié qu'ils connaissent le but à long terme de cette découverte est un peu problématique, ça fait que leur motivation pour faire effectivement cette recherche que le destin leur assigne n'est pas bien définie. Autant Tao a toujours besoin d'en apprendre plus sur l'histoire de ses ancêtres, autant Esteban et Zia, qui savent à présent à quoi s'en tenir avec leurs pères respectifs, c'est plutôt « Ah bon, on est les élus ? Voyons voir pour quel destin on a été élus. » Vous le savez, bande de nazes! Vous devez trouver toutes les cités d'or pour contrer un grand danger qui menace le monde. Ça vous a été dit texto dans la saison 1. Autre élément scénaristique introduit dans cette saison, l'oricalque. Le métal fabuleux sur lequel se base toute la technologie du peuple de Mu, qui a servi à fabriquer les cités, le Grand Condor, les médaillons d'Esteban et Zia, et un tas d'autres artefacts qu'on trouvera sur le chemin, qui a des propriétés aussi vastes qu'indéfinies et qui permettent de tout faire, un peu comme le vibranium de Black Panther et le Naquadah de Stargate. Très vite, le Taggles et de l'oricalque va devenir le Taggles et magique de la série. D'ailleurs, c'est un truc qui rappelle Scooby-Doo Mystère Associé. Au fur et à mesure que la série avance, l'histoire bascule de plus en plus dans le surnaturel. Parce qu'un type qui commande au soleil un bateau qui marche à l'énergie solaire et tire des rayons incandescents, un avion en forme de condor et une prophétie de 12 000 ans, c'est pas assez surnaturel pour toi. Ça manque encore un peu d'horreur Lovecraftienne. Non, blague à part, il y avait déjà des éléments fantastiques dans la saison 1. Mais à part le pouvoir d'Esteban, qui peut à chaque fois être attribué au hasard plus qu'à un vrai pouvoir, et d'autres trucs du même genre, il n'y a rien de très choquant pour un spectateur du XXe siècle. Ok, quand on s'y connaît un peu, le mode de propulsion du Condor ou la puissance du Solaris, c'est le nom du bateau à énergie solaire, peuvent laisser perplexes, mais ça reste encore assez sobre. La saison 2 commence à introduire des éléments plus folkloriques. Par exemple, les médaillons d'Esteban et Zia noircissent s'ils décident de renoncer à leur mission. Et attention, ça doit bien être un renoncement. On a vu dans la saison 1 qu'Esteban pouvait laisser la moitié de son médaillon à Mendoza sans que celui-ci noircisse. Donc y a pas, c'est de la magie, ou de la science de comics, ce qui est un peu la même chose. Cette tendance va aller crescendo, et au fil des saisons, on passera d'une ambiance plutôt rationnelle à une vraie ambiance de science-fiction à la Stargate, mais de manière suffisamment progressive pour qu'on fasse le parcours sereinement et qu'on adhère sans problème, à la fin de la saison 4, à des éléments fantasmagoriques au sens 2001 l'Odyssée de l'espace sans être choqué. Toujours est-il que c'est un des éléments que la saison 2 introduit. La science de Mu, c'est une super science, et dans les cités d'or, tout est possible. Un autre truc à retenir, c'est que les cités d'or, non seulement il n'y a que Esteban et Zia qui peuvent les ouvrir, vu que les médaillons servent à en déverrouiller les portes, mais il n'y a que Esteban et Zia qui peuvent les trouver. Elles sont enfouies sous terre en temps normal et ne jaillissent qu'à l'approche des élus. On apprend au passage que la première cité d'or n'est pas si détruite que ça au fond. Mais la première cité a été détruite. Les cités d'or sont éternelles, sachez-le. Elles ne se détruisent pas, mais se referment. Enfin, dernier ajout scénaristique important, la saison 2 nous apprend que le père d'Esteban s'appelait Atanaos et qu'il descendait des Atlantes, ce qui amène Tao à remettre en question leur amitié vu que leurs peuples sont traditionnellement ennemis. On vous a dit qu'un des éléments qui rendait la saison 1 si plaisante, c'était la complicité indestructible qui unit les trois enfants.
Cette tension entre Esteban et Tao aurait été intéressante si elle avait abouti à montrer que leur amitié est bien plus forte qu'une rivalité millénaire entre leurs ancêtres. Mais comme on a dit aussi, les dialoguistes avaient visiblement l'impression que les interactions entre personnages seraient ennuyeuses sans conflit, et en dépit de la tentative d'Esteban d'affirmer son amitié à Tao malgré leurs héritages respectifs, la tension persistera jusqu'à ce que les personnages soient distraits par autre chose et oublient ça. C'est une occasion manquée et un mauvais choix à mon sens. Pour résumer très vite les événements eux-mêmes, nos héros passent la saison 2 à explorer la Chine, je vous ai dit que tout le monde y parlait espagnol, et finissent par découvrir une nouvelle cité d'or au Tibet. Ambrosius, qui voyage avec eux en se faisant passer pour leur ami, y vole discrètement une matrice capable de générer de l'oricalque à l'infini, ce qui amène la cité à se replier. Mais c'est pas grave parce qu'Esteban et Zia ont eu le temps de discuter autant qu'ils avaient besoin avec les hologrammes de la cité. Une autre chose qu'ils trouvent au Tibet, c'est le corps d'un Olmec congelé, qui a été pris dans les glaces alors qu'il cherchait les cités d'or. Une carte trouvée sur son corps permet de deviner qu'il y a une autre cité d'or au Japon. Alors qu'ils célèbrent leur découverte dans un village tibétain, pourquoi tout le monde y parle espagnol? Plusieurs coups de théâtre s'enchaînent. Premièrement, le père d'Esteban, Athanaos, qu'on a vu mourir à la fin de la saison précédente, n'est finalement pas mort, mais a été exposé à des radiations qui l'ont brûlé, rendu malade, et l'empêche d'approcher son fils sous peine de l'irradier. Il lui faudrait des informations détenues par Ambrosius pour se soigner. On a passé sur les détails, mais Mendoza, informé, a passé la saison à essayer de voler les dites informations à Ambrosius, et vient justement d'y parvenir. Il ne révèle les tenants et les aboutissants à Esteban que maintenant parce que y a pas de raison. Athanaos ne voulait pas, n'est pas une raison. Esteban donc retrouve enfin son père qu'il a cherché pendant toute la saison 1 et pleuré pendant toute la saison 2. Mais il ne peut pas l'approcher. Ce serait émouvant si on n'était pas en train de se demander pourquoi Athanaos n'accepte de se montrer à son fils que maintenant. Ambrosius, dont le spectateur sait maintenant qu'il est Zarès mais pas les héros, enfile l'exosquelette et la cape de Zarès pour enlever Athanaos sous les yeux d'Esteban, en lui disant que s'il veut revoir son père une bonne fois pour toutes, il faut qu'il trouve la 3e cité d'or et lui rapporte ce qu'il trouve d'intéressant. Bon prince, il compte quand même autoriser Athanaos à se soigner pendant sa captivité. On n'est pas chez les barbares quand même. Voilà donc nos héros en route pour le Japon, qui pour l'instant n'a été exploré par aucun espagnol, mais où tout le monde parle espagnol, et la saison 3 peut commencer. Dès le premier épisode, l'amélioration de la qualité d'écriture est frappante. Il faut dire que nos héros atterrissent dans un milieu hostile, dirigé par un seigneur de guerre paranoïaque qui s'imagine naïvement que ses conflits locaux avec les seigneurs voisins intéressent suffisamment les Espagnols pour lui envoyer des espions depuis l'Himalaya, mais a quand même suffisamment de jugeote pour remarquer que les 10 espions ont à leur disposition une technologie pouvant avantageusement être détournée à des fins militaires. Dès qu'ils mettent le pied au Japon, nos héros sont donc traqués, séparés et mis en grand danger, mais ils ne peuvent pas se payer le luxe de fuir car la prise d'otage d'Athanaos par Zarès rend vitale et urgente la découverte de la Cité d'Or. La tension est grande et les enjeux sont définis, mais surtout on n'a plus le sentiment que la série perd du temps à nous raconter des anecdotes sans importance, ni que les réactions des personnages sont incompréhensibles. On continue à faire des rencontres, les enfants sont même aidés par le sosie de Hayao Miyazaki, et la recherche d'indices permet de découvrir des éléments sur les coutumes locales qui sont toujours commentés dans les documentaires de fin d'épisode, plus riches que jamais. Cependant, ce début de saison souffre encore de plusieurs défauts. D'abord, le jeu du chat et de la souris avec le seigneur local stagne un peu. Pendant que les enfants avancent dans la recherche de la cité, les adultes se font capturer, s'évadent, se refont capturer et rebelotent, ce qui donne un peu le sentiment que l'intrigue fait 3 pas en avant puis 3 pas en arrière. Par moments, certaines péripéties semblent encore superflues, et destinées à remplir du temps d'épisode avant que les vrais événements ne commencent. C'est mieux que dans la saison 2 où la vraie histoire ne commençait jamais, mais ce serait encore mieux s'il n'y avait pas ces péripéties dispensables. Enfin, le fait que l'on suive maintenant Ambrosius dans ses traîtrises alors que les héros ignorent encore qui les arrête, c'est un vrai problème. Malgré le fait que Mendoza se méfie de plus en plus de lui, ça fait qu'on sait exactement quand le plan des gentils va foirer parce qu'il implique de se fier à Ambrosius. Par bonheur, cette situation ne dure pas. À partir de l'épisode 8, Ambrosius est démasqué et d'un seul coup, la série devient excellente. Le mini-arc en Inde qui commence quelques épisodes plus tard est même le point culminant de la série. Je vous jure, c'est soudain comme ça. Le fait qu'Ambrosius soit démasqué et que du coup le côté tragique de sa relation avec Tao puisse pleinement être exploité n'est qu'un des éléments qui permettent d'expliquer cette brusque amélioration. Il y a aussi que ce moment coïncide avec la fin de l'arc du seigneur de guerre paranoïaque qui tournait un peu en rond et était encore quand même un peu ridicule parce qu'il faut pas être très malin pour imaginer que le seigneur voisin a été jusqu'à recruter des Espagnols sur un autre continent pour envahir ton lopin de terre. Mais surtout, les événements vraiment intéressants de la série vont s'enchaîner à un rythme très maîtrisé et avec des dialogues très convaincants,
et ne plus s'arrêter jusqu'à la fin de la saison 4. De manière si fluide que pour se rappeler à quel moment la saison 3 finit et la saison 4 commence, il faut aller vérifier sur un listing d'épisodes. Il suffit de retenir la répartition géographique. La saison 3 nous emmène au Japon, en Inde et au Moyen-Orient. La saison 4 continue en Afrique, beaucoup plus au sud, et si vous êtes sage, on finira même par visiter la France de François Ier. Oh putain, dis-moi qu'il y a un duel entre Zarès et François Ier. Il y a. Ça dure 2 secondes, mais il y a. Génial. Maintenant une autre question. Pourquoi tout le monde parle espagnol? Tu poses encore la question? Bah, écoute, on serait dans une série moins ambitieuse, je passerais sans doute outre. Mais là, entre la découverte de la 3ème cité, le sauvetage d'Athanaos en Inde façon guerre au sommet de One Piece, la recherche des autres cités d'or en Afrique et la rencontre avec François Ier et Nostradamus à Chambord, on est vraiment plus dans une série sans ambition. Et on ne l'était déjà pas dans la saison 1. Même la saison 2 était mauvaise par maladresse plus que par manque d'ambition. Ouais, on pourrait même dire vraiment que cette série est bel et bien le One Piece français que le début promettait, avec, comme dans One Piece, des passages plus faibles, ici une saison 2. Cette histoire de langue est incongrue également parce que la série décrit les paysages et les civilisations rencontrées avec autant de crédibilité que possible. Bah écoute, il faut s'y faire, cette série se passe dans une réalité parallèle où tout le monde sur la planète parle espagnol. L'histoire globale est suffisamment bonne pour qu'on accepte de fermer les yeux sur ça. Et les dialogues aussi. Des fois, il y a de bonnes répliques. À nous aussi vont nous manquer ces petits matelots. Mais il y aura toujours une table pour eux dans notre future taverne. Pas vrai, Sancho? Pour sûr. Une table et des chaises. Ah, Sancho et Pedro. Parlons-en de Sancho et Pedro. Les saisons 3 et 4 donnent progressivement à Sancho et Pedro un rôle plus avantageux que celui de clown. Ils suivent en fait un mouvement général visant à rendre les personnages plus impressionnants. Pour eux, ça arrive lentement et il reste quand même un duo de comique jusqu'à la fin, mais c'est appréciable. Sachons raison garder. Dès la saison 1, Sancho et Pedro, pour des personnages comiques, étaient assez peu clownesques. Leur rapport humoristique à l'action consistait le plus souvent en des commentaires marrants. Sancho, un peu de sang-froid. D'autant que l'un d'eux, Sancho, étant bègue, le gag était surtout basé sur le fait qu'il a la réplique raisonnable et pragmatique à dire, mais pas vraiment le temps de la dire dans le feu de l'action. Si on ne juge que leurs actions, ils ne font quasiment que des trucs intelligents, parce qu'ils ne font que ce que Mendoza leur dit de faire, et qu'en général, ce que Mendoza leur dit de faire est intelligent, la plupart du temps. Mais il pourrait être maladroit et incompétent. Non, Mendoza sait s'entourer. En dehors de l'occasionnelle grosse connerie dans la partie faiblarde de la saison 1, Sancho et Pedro sont efficaces comme petites mains. Ce n'est qu'à partir de la saison 2 qu'ils commenceront à être incompétents et impliqués dans des gags de style tarte à la crème. Et encore, il arrive que le gag tarte à la crème serve à introduire un élément scénaristique pour après. Quoi qu'il en soit, si la saison 2 renforce le côté clownesque de Sancho et Pedro, les saisons 3 et 4 feront d'eux des personnages intéressants. Des adultes pragmatiques, désireux de s'enrichir pour pouvoir vivre peinards jusqu'à la fin de leur vie, mais tout de même loyaux en amitié et prêts à renoncer à leur fortune durement acquise pour servir une cause juste. Ils ne sont pas interchangeables. Pedro est plus compatissant, plus à l'écoute des autres, plus disposé à jouer le rôle de confident auprès des enfants quand ils ont un coup de déprime. Sancho est plus pragmatique. Par contre, leur relation à Mendoza n'est pas très définie dans la saison 1. Ils lui obéissent aveuglément, ce qui est la chose intelligente à faire vu que Mendoza prend toujours les bonnes décisions, mais j'ai passé la saison 1 à me dire que les scénaristes avaient loupé un truc en ne faisant pas de Mendoza un ancien pirate et de Sancho et Pedro des anciens membres de son équipage. Dans les chroniques de Zorro, le personnage de Malapenza marche comme ça. On sait que c'est un ancien pirate, on sait que ces deux hommes sont d'anciens membres de son équipage, alors on ne se pose pas de questions sur les raisons de leur loyauté envers lui. Si Mendoza, Sancho et Pedro étaient un ancien équipage de pirates, le fait qu'ils soient aussi inséparables et loyaux les uns envers les autres n'aurait pas besoin d'être expliqué plus avant. Eh bien devine quoi? Les saisons 3 et 4 en font un équipage de pirates? Ça commence dès la saison 2 en fait. Mendoza, qui n'était que navigateur sur l'Esperanza au début, se présente partout comme étant le capitaine Mendoza. Ah bon, il a pas de prénom? La saison 3 lui en donne un. Mon nom est Juan Carlos Mendoza. Juan Carlos, sans déconner. Me regarde pas comme ça. Celui du livre s'appelle Blas. Il y a bien deux personnages historiques du nom de Mendoza, mais ils s'appellent respectivement Pedro et Antonio. Juan Carlos, ça sort complètement de nulle part. Et donc ils sont pirates. Ils disent jamais explicitement « nous avons été pirates », mais Mendoza présente Sancho et Pedro comme ses hommes ou ses marins, et à partir de la saison 3, ils commencent à faire référence entre eux à des manœuvres qu'ils ont eu à faire lors de tel ou tel abordage. Le truc le plus explicite arrive à la saison 4, quand ils organisent une évasion d'esclaves grâce à une astuce que Pedro qualifie de vieux truc de pirate. En tout cas, s'ils l'ont été, maintenant ils n'ont plus envie de l'être. S'ils veulent devenir riches, c'est pour pouvoir s'acheter une taverne et se ranger des voitures. Alors que Mendoza, lui, envisage plutôt de continuer ses voyages une fois cette histoire terminée et les enfants en sécurité quelque part. C'est un peu en ça que la soif d'or des adultes, qui les a motivés pendant toute la saison 1, n'en fait pas des personnages antipathiques. Sancho et Pedro veulent une vie simple et heureuse pour se reposer après toutes ces difficultés, et Mendoza, au fond, c'est plus l'aventure que l'or qui l'intéresse. Un élément scénaristique qui n'est introduit qu'à partir de la saison 3, c'est que les hologrammes de la cité himalayenne ont eu le temps, avant que la cité ne se replie, de révéler à Esteban et Zia que les ancêtres de Zia sont muins, au même titre que ceux d'Esteban sont atlantes. Ça permet d'introduire un parallélisme entre les deux élus de la prophétie
et une idée de réconciliation entre Atlante et Muin. Mais dans un premier temps, ça sert surtout à ce que Tao soit ravi de ne plus être le seul descendant du peuple de Mu en vie et... Fais pas cette tête-là, ça ne sera pas suivi d'effet. Peu de temps après, le double jeu d'Ambrosius est révélé et le plus gros problème de Tao devient que l'homme qu'il s'est mis à aimer comme un père est en fait leur ennemi mortel depuis le début. Nous avons beaucoup lu que la caractérisation de Tao était complètement différente à partir de la saison 2 et constituait une trahison de ce qu'il est dans la saison 1. C'est faux. Dans les personnages principaux, Tao est même le moins flandérisé de tous. Par contre, Tao, c'est l'Iron Man des mystérieuses cités d'or. À chaque nouvelle saison, on lui invente une nouvelle raison de déprimer. Dans la saison 2, il déprime parce que ses ancêtres ont élu ses deux meilleurs amis pour découvrir les cités d'or et pas lui, qui est pourtant leur descendant. Dans la saison 3, il déprime parce que l'homme qui s'est mis à aimer comme un père est un méchant. Dans la saison 4, il déprime parce que le méchant en question en sait suffisamment sur lui pour avoir toujours un coup d'avance et qui ne se sent plus utile à ses amis du coup. Tao, dans la saison 1, joue à la fois le rôle de Ron et d'Hermione. Autant dire qu'il est celui qui a le plus de caractère, vu qu'Esteban et Zia, c'est un peu Tintin et Titine. Pas qu'ils soient creux et sans intérêt, mais ils sont vraiment les héros génériques types auxquels tout le monde peut s'identifier, pendant que Tao, lui, a des particularités. Il est érudit, car il a un riche héritage culturel à protéger et transmettre, il est compétent en ingénierie et habile de ses mains, il sait lire la langue du peuple de Mu et de ce fait est le plus apte à découvrir l'indice suivant ou étudier le mode d'emploi des artefacts laissés sur la piste, mais il est aussi celui qui fait les blagues et les cascades et prend en charge le boulot de faire du mauvais esprit quand il faut que quelqu'un en fasse et que ça casserait l'image d'enfançage d'Esteban et Zia d'en faire. À partir de la saison 2, il reste tout ça, mais comme la série s'intéresse moins à l'ingénierie et plus au gag tarte à la crème, son côté mauvais esprit se remarque plus que son côté intellectuel. Mais les deux éléments de son caractère ont toujours été présents. Il est à la fois Ron et Hermione. Le fait qu'on lui ajoute en plus une bonne dose de mal-être du fait d'être le dernier survivant d'un peuple disparu, responsable de son héritage mais pas élu de la prophétie, même qu'en plus c'est un descendant de l'ennemi héréditaire de ses ancêtres qui a été élu à sa place et par la prophétie... C'était pas obligé de le tracasser à ce point, mais si la question n'avait pas été abordée, on aurait fini par se demander comment il pouvait bien vivre ça. Et quitte à introduire cette histoire d'angoisse personnelle de ne pas être l'élu, l'arc de Tao est mené de manière intéressante jusqu'au bout. Parce qu'il est complexé, il saute sur toutes les occasions de louer le génie du peuple de Mu et de rappeler qu'il est leur descendant. Parce qu'il est complexé, il apprécie la façon dont Ambrosius le complimente et tombe aisément dans ses filets. Parce qu'il est complexé, il n'est que trop heureux d'apprendre que son rôle auprès de ses amis avait un nom officiel dans la civilisation de ses ancêtres, et ça lui monte à la tête. Parce qu'il est complexé, il s'effondre dès qu'on réussit à utiliser ses défauts contre lui. Et il surmonte, guérit et trouve sa place. Parmi les trois personnages principaux, c'est celui qui a le parcours le plus intéressant et le plus agréable à voir. On se sent mieux après l'avoir vu surmonter ses problèmes. Et à la question que vous vous posez tous, à savoir... Je me demande comment il est sans son pancho. La réponse est comme ça. Les trames personnelles que traverse Tao peuvent donner le sentiment que la série lui retire sa dignité de personnage, mais jusqu'à la fin de la saison 4, il prend en charge les aspects les plus intéressants du scénario, puisqu'il est le sachant qui permet d'avancer dans l'intrigue recherche de trésors, et la mise en scène ne loupe jamais une occasion de montrer qu'il est exceptionnellement intelligent, même comparé à des adultes déjà présentés comme des génies. Pendant une partie de la saison 4 d'ailleurs, il est le plus intéressant à regarder parmi le trio principal. Ah, donc c'est l'heure de parler de ça. Oui, c'est l'heure de parler de ça. À toi l'honneur, je sais que t'en as gros sur la patate. À la saison 4, il se met à y avoir un truc très énervant. On vous a dit que les auteurs voulaient donner un rôle plus actif à Zia. Ils l'ont fait, c'est bien. Dans la saison 3, ils lui ont donné un super pouvoir comme celui d'Esteban, c'est bien. Ils lui ont donné un deuxième super pouvoir, qu'en cherchant bien on peut peut-être considérer comme une version avancée du premier, je veux bien. Et du coup, j'attends de voir quelle va être la version avancée du pouvoir d'Esteban. J'attends. En attendant, Zia acquiert un troisième super pouvoir, qu'elle avait déjà avant en fait, mais c'était pas commenté. Là encore, je peux admettre que c'est aussi un dérivé de son pouvoir global, qui a une thématique commune, mais faudrait vraiment qu'Esteban ait une occasion de se montrer aussi impressionnant que Zia là, il serait temps. Puis arrive la saison 4, et Zia se met à voir l'avenir. Bon, il vient ce développement des pouvoirs d'Esteban, oui ou merde? Spoiler, non, il ne vient pas. Au contraire, le personnage commence à avoir une mauvaise attitude et à faire des mauvais choix. Ça pourrait être l'occasion d'introduire un arc personnel où la pression qu'il subit devant les enjeux de sa quête le font peu à peu basculer du côté obscur, mais où il arrivera à résister à surmonter l'épreuve grâce à ses amis. Eh bien non, c'est juste l'occasion de montrer Esteban faisant de mauvais choix et ayant mauvais caractère. Quant à son pouvoir du soleil, il est tombé dans un trou du scénario. Certes, il n'y a jamais trop cru et n'a jamais aimé l'utiliser, mais l'intrigue le met dans des situations où c'est fautif de pas l'utiliser. À un moment, le Condor traverse une tempête, et au lieu de lui dire de mettre fin à la tempête avec son pouvoir, Mendoza lui dit d'utiliser ses compétences de pilote pour la traverser. Et vous savez quoi ?
Il se crache quand même! On le félicite bien d'avoir réussi à faire atterrir le Condor sans tuer ses passagers, mais le défi c'était pas d'atterrir, c'était de traverser la tempête! Le laisser être un bon pilote, c'était déjà trop demandé! Et en plus de ça, on surjoue son vertige, sur lequel on reviendra. Il était apparemment impératif qu'Esteban soit ridiculisé de toutes les manières possibles et imaginables. Pour que Zia paraisse meilleure en comparaison? Écoutez les gens, quand une fille, sans l'arrivée des tremblements de terre, fait bouger les objets par la pensée, parle aux animaux, voit l'avenir, lévite, sait déchiffrer l'alphabet du peuple de Mu vu que Tao le lui a appris et qu'en plus le scénario lui donne raison dans tout ce qu'elle fait, il y a vraiment plus besoin de ridiculiser les autres personnages pour qu'elle ait l'air moins nulle en comparaison. J'ai aucune explication qui me vienne pour justifier la façon dont le scénario traite Esteban dans cette saison 4. J'en ai peut-être une, mais... Vas-y, dis. En plus du fait qu'il voulait mettre en avant un personnage féminin, ça dérangeait peut-être les auteurs de donner le rôle de sauveur du monde à un blanc qui plus est dans une saison qui se passe en Afrique. Il est pas blanc, il est un cas par sa mère. On n'est pas complètement sûr de ça. Écoute, l'histoire de ses parents lui a raconté dans la saison 1. Sa mère était une prêtresse Inca, ce serait même d'elle qu'il tient son pouvoir du soleil, et son père et elle se sont unis contre la vie de son peuple. C'est en représailles de cette union que le père et l'enfant nés de la dite union ont été mis sur la barque sur laquelle Mendoza a fini par les trouver. Ok, le vieil Inca qui raconte cette histoire à Esteban pourrait mentir, mais on est dans la fiction. Toutes les légendes sont vraies, à moins qu'il soit révélé a posteriori qu'elles sont fausses. Esteban est un cas par sa mère, c'est QFD. Je crois pas que les auteurs s'en souviennent à ce stade. Quoi qu'il en soit, c'est une accusation assez grave que tu portes aux auteurs de cette série. On devrait peut-être pas avoir de tels soupçons sans preuve. Bah, on sait que le retravail du personnage de Zia pour la saison 3, comme ils disent, était motivé par la volonté de contrebalancer le sexisme allégué de la saison 1. Je me demande si c'est pas également la raison pour laquelle le rôle de l'empereur de Mu a finalement été donné à Rana Ori, dernière princesse de Mu. Ce n'est pas absurde de penser que le retravail du rôle d'Esteban avait le même genre de motivation, surtout à une époque comme la nôtre. Si c'est le cas, alors félicitations. Vous n'avez pas rendu le monde meilleur en faisant ce choix scénaristique, par contre vous avez bien pourri mon expérience de visionnage. Heureusement que dans le tout dernier arc de la série, l'action oublie un peu Esteban, et que du coup on peut profiter du reste. Il se sert de son pouvoir du soleil, dans sa forme minimale bien sûr, pour résoudre l'ultime problème, parce que c'était quand même le minimum syndical et que ça aurait été vraiment de très mauvais goût qui ne servent à rien dans l'accomplissement de la prophétie dont il est l'élu. Et il n'attire pas trop l'attention sur lui le reste du temps, donc ça rend la fin appréciable. On n'est pas complètement réfractaire à l'utilisation de Marisou dans la fiction. La preuve, c'est qu'on a vachement accroché au personnage de Mendoza. Et la recette de la Marisou est toujours délicate à utiliser, il y a des conditions à remplir pour que ça marche. Et dans le cas de Zia, la condition aurait été qu'Esteban soit un Garisto de même niveau. Je veux bien croire que les scénaristes n'ont pas su quoi faire de son pouvoir du soleil, mais bon, si on décide que celui de Zia est le pouvoir de la nature et qu'il a un tas d'applications diverses et variées comme la télékinésie, la divination et le fait de parler aux animaux, on pouvait décider que celui d'Esteban a des tas d'applications improbables aussi. Déjà, s'il peut mettre fin à une tempête par la force de sa volonté, il pourrait également en provoquer et avoir le pouvoir de tornade dans X-Men. Ensuite, puisqu'on le voit dans la saison 3 détourner les rayons du soleil pour qu'il pénètre dans un trou où le soleil n'éclaire pas, il pourrait avoir un pouvoir sur la lumière avec un tas d'applications diverses, allant du pouvoir de révéler les éléments invisibles à l'œil nu, faire des constructions en lumière façon Green Lantern, ou même faire de la pyrokinésie. Les occasions de caser des trucs de ce genre se produisent régulièrement, et à chaque fois on a la frustration de constater que non, c'est Zia qui fait tout. Même quand il y a l'occasion de se servir du pouvoir de base de faire s'arrêter les tempêtes, on passe à côté. Enfin, Esteban est un élu lui aussi. Qu'est-ce que ça vous aurait coûté de montrer qu'il est aussi capable que Zia de porter le masque qui brûle ceux qu'il porte en n'étant pas élu? D'autant qu'on a montré dans la saison 1 qu'Atanaos était capable d'emporter un similaire. Au passage, ça tend à prouver qu'Atlante et Mu1 c'est la même chose en réalité. Quoi qu'il en soit, il aurait été important qu'Esteban et Zia restent égaux. Dans la saison 1, ils étaient un personnage à deux têtes. On pouvait certainement constater que Zia était légèrement plus passive, mais c'était discret au point qu'il a fallu attendre le milieu de la saison pour comprendre qu'elle ne sait pas nager et que c'est pour ça qu'Esteban est obligé de la protéger chaque fois que le groupe tombe à l'eau. Elle est également plus méfiante envers Mendoza qu'Esteban, mais ça, leur passif respectif avec Mendoza le justifie. À part ça, elle a le même caractère que lui, noble, volontaire, sage et gentil. Un caractère classique de héros classique. La saison 2 lui rajoute des compétences en médecine, et les saisons 3 et 4 la foultitude de pouvoirs qu'on sait, mais également un œil très critique sur les injustices du monde. Ça colle pas toujours très bien d'ailleurs. Ok, l'existence de l'esclavage pratiqué par les Portugais en Afrique, ça a toutes les raisons de choquer les enfants du 21e siècle qui regardent la série. Mais Zia a grandi dans une civilisation pour qui les sacrifices humains sont considérés comme des pratiques ordinaires, y compris dans la série. Et il est impossible pour le petit spectateur de l'ignorer, puisque les documentaires de fin d'épisode nous l'ont régulièrement rappelé. Qu'elle soit choquée par la pratique spécifique de l'esclavage est normal, mais l'ampleur et les fondements moraux de son indignation paraissent un peu anachroniques et hors sol. Et un peu hypocrites aussi.
aussi. En tout cas, comme ça arrive assez souvent aux filles dans la fiction, on la campe comme plus mature et réfléchie que ses deux camarades masculins, ce qui explique pourquoi elle a tant d'affinité avec les sorciers africains et peut les affronter sur leur propre terrain. Alors, pourquoi les sorciers africains ne parlent pas espagnol? Ils parlent espagnol, mais pas pour les psalmodies. Emparez-vous d'elle et jetez-la dans le lac des pétrifiés. Le fait que Zia soit sage et mature, c'était subtil, mais c'était déjà dans la saison 1. Elle essaye d'anticiper le moment où Mendoza va les trahir et prétend ne pas comprendre le message contenu sur le Quipu de Pizarro pour protéger son village. D'ailleurs, le fait qu'elle ait des aptitudes uniques était déjà dans la saison 1 quand on y pense, puisque pour une raison pas vraiment spécifiée, elle est la seule inca de la série, à la possible exception de son père, capable de lire ses Quipus. Au final, Esteban est celui dont la personnalité fluctue le plus. Dans la saison 1, tout est fait pour montrer qu'il a un bon caractère. Dès le premier épisode, alors qu'il est poursuivi par tout Barcelone et qu'il doit se cacher, il prend quand même la peine de rattraper une bouteille qui est sur le point de tomber par terre pour montrer qu'il est un gentil garçon. Plus tard, il sacrifie sa ration d'eau pour sauver un ennemi. La plupart du temps, c'est un adorable garçon. Et puis d'un coup, à la saison 4, il est tellement stressé à l'idée de laisser Ambrosius gagner la course aux Cités d'Or qu'il se met à se conduire de manière odieuse avec ses amis et à envisager de faire un pacte avec le diable. Alors, 1. Le diable en question, on est censé le trouver diabolique que parce qu'il était doublé par Pierre Athènes dans la saison 1. Il y avait largement pire que lui à part ça. 2. Il est plus doublé par Pierre Athènes. Et 3. Le fait qu'il participe au trafic d'esclaves, ce qui me surprend pas venant d'un ancien conquistador, est concrètement la seule chose qu'on sait de lui quand on le revoit. Le scénario essaye de nous faire comprendre que c'est débile de la part d'Esteban de vouloir collaborer avec lui, mais enfin, ils l'ont déjà fait par le passé, et personne trouvait ça débile. Ok, ça s'était pas très bien terminé, mais c'était un peu de la faute des héros. Et ok, il y a un tas de raisons de pas vouloir s'associer à cet esclavagiste, mais on peut pas dire que les personnages donnent des arguments à Esteban, ils se contentent de pas l'écouter. Tu m'étonnes qu'Esteban se mette à avoir un sale caractère dans ces conditions? Oh, mais y a rien de complètement invraisemblable dans le parcours psychologique d'Esteban. C'est sur le plan esthétique que c'est énervant. Psychologiquement, ses réactions sont toujours compréhensibles. Il essaye de renoncer à sa mission quand il croit son père mort et envisage de retourner à une vie sédentaire. Ça se comprend, dans la mesure où la prophétie est tombée dans un trou du scénario. Il stresse à l'idée de laisser Ambrosius mettre la main sur les artefacts contenus dans les Cités d'Or, se conduit mal envers ses amis à cause de ce stress, et envisage de s'associer à des gens peu recommandables, quitte à les trahir dans un deuxième temps, pour empêcher que ça arrive. Ça se comprend aussi. C'est dans l'exécution que c'est assez peu satisfaisant. Au lieu d'être l'occasion d'une réflexion sur les limites qu'on peut se permettre de franchir ou pas pour atteindre ses objectifs, ou sur combien on a le droit de se laisser abattre quand on a des responsabilités, ces sous-intrigues sont juste l'occasion de ridiculiser Esteban au profit de Zia. Ce qui est pas très cohérent et dont on va devoir parler, et on avait dit qu'on en parlerait d'ailleurs, c'est son vertige. Au début de la saison 1, Esteban souffre de vertige parce que les habitants de Barcelone, quand ils veulent utiliser son pouvoir du soleil, le hissent en haut de mât de cocagne. Il guérit de ce vertige grâce au Grand Condor, et cette guérison est commentée par Mendoza et Zia. Donc c'est quelque chose que le spectateur est censé remarquer. Sauf qu'il l'a de nouveau dans la saison 2. Sauf qu'il pilote toujours le Condor. En fait, il a le vertige chaque fois que le scénario exige qu'il ait le vertige. Pierre Culric dans Code Lyoko. Autant dire que dans la saison 4, les adultes deviennent plus intéressants à suivre que les héros. D'autant plus que parmi les adultes, maintenant il y a la Guerra. On a passé tous les détails qui permettraient de présenter la Guerra. Bah, reviens sur tous les détails qui permettraient de présenter la Guerra. Bon, dans la partie faiblarde de la saison 1, nous avons rencontré ce gars, le docteur Laguerra. On ne sait pas grand chose de lui, si ce n'est qu'il cherche aussi les Cités d'Or et qu'il s'est associé dans sa quête à la traductrice personnelle de Cortés, Marinche, que Mendoza nous présente comme la pire créature qui soit, mais sans nous préciser ce qu'elle a fait de si méchant. L'autre seule caractéristique notable de ce docteur Laguerra était qu'il se battait à la fois avec une épée et un fouet. Sinon, c'était Gomez en encore plus méchant. Lui aussi est laissé pour mort à la fin de la saison 1. La saison 3 nous apprendra donc qu'Ambrosius, Atanaos et le docteur Laguerra étaient trois alchimistes du même ordre fondés par Léonard de Vinci, qui, dans leur jeunesse, recherchaient ensemble des informations sur la civilisation de Mu. Laguerra s'est révélé être un espion à la solde de Charles Quint et a été exclu de l'ordre. Mais apparemment, avant de partir pour vivre d'autres aventures, il a laissé à Ambrosius la garde de sa fille, qui, par définition, s'appelle aussi Laguerra. Ah bon, mais il a pas de prénom. La saison 4 lui donne le prénom d'Isabella, mais on sait pas du tout comment les héros ont appris qu'elle s'appelait comme ça. Bref, Laguerra, suivant les traces de son père, a appris à se battre avec un fouet et une épée, et est entrée au service de Charles Quint qui l'a chargé de surveiller Ambrosius, devenu Zarès. Elle travaille donc pour Ambrosius comme homme de main, et c'est comme adversaire de nos héros qu'elle apparaît dans la série. Plus exactement comme silhouette masquée, les sbires d'Ambrosius ayant tous cette espèce de capuche semblable à celle de Zarès et d'Atanaos, qui est visiblement un vieil uniforme de leur ordre. La série fait à ce moment-là preuve de la candeur dont elle fait occasionnellement preuve depuis la saison 1, puisqu'après avoir été décapuchonnée une fois, Laguerra ne remettra plus cet uniforme. Une intrigue amoureuse avec Mendoza s'amorce. Attention, pas une intrigue hyper cérébrale comme il y a entre Goliath et Elisa Maza dans Gargoyles. Non, une classique intrigue très fleur bleue, qui fait descendre un peu Mendoza de son piédestal pour le montrer dépassé par les événements. Ça aurait pu être très casse-gueule,
mais ça marche plutôt bien. Quoi qu'il en soit, cette intrigue amoureuse n'est finalement pas le principal intérêt du personnage de la Guerra. Son principal intérêt est qu'il y ait aux côtés d'Ambrosius un personnage positif qui permette aux spectateurs de compatir à ce qui arrive au groupe d'Ambrosius. Car, on l'a dit, Ambrosius n'est pas le méchant principal de cette série. Il est ce qui en est le plus proche, mais il n'y a pas de méchant principal, car le danger final est une catastrophe naturelle. La Guerra est donc l'autre héros, qui vit sa propre aventure et ses propres péripéties, avec son propre sidekick comique surgi des tréfonds de la saison 1 pour lui donner la réplique, permettant d'avoir une perspective plus vaste sur le problème principal. À part ses sentiments pour Mendoza, la Guerra est rendue sympathique par le fait qu'elle aime sincèrement les enfants, et a une grande compassion pour le trio principal, peut-être un peu plus pour Zia, parce que vous aurez compris, Zia est la plus importante. Sinon, c'est Mendoza bis, elle sait tout faire, elle a toujours un coup d'avance, est athlétique, a de la répartie, et est bonne dragueuse. Un coup de maître, señorita. Muchas gracias, capitaine. Pourquoi il parle espagnol ? Tout le monde parle espagnol dans cet univers. D'accord, mais dans ce cas, pourquoi là, il parle réellement espagnol? Bon, la Guerra n'est pas forcément aussi infaillible que je le prétends. Son dévouement pour Charles Quint est tel qu'elle préfère laisser mourir son roi dans la fin du monde plutôt que de remettre au héros les artefacts qu'elle avait l'intention de lui rapporter. C'est sûrement logique dans sa tête, le code de l'honneur, tout ça. Et elle a beau refuser de quitter son poste d'espionne pour vivre avec Mendoza, elle changera tout de suite d'avis après avoir couché avec lui, sans qu'on sache trop ce qui a inspiré ce revirement. Ça devait être du sexe absolument génial. On comprend qu'Ambrosius daigne attendre qu'ils aient fini avant de les attaquer. Non mais croyez pas des choses, on voit rien dans le cadre. C'est juste impossible à louper quand on est adulte. Je soupçonne la Guerra d'être une décision tardive des scénaristes. Au début de la saison 2, on remarque parmi les hommes de Zarès un vieux borgne assez ambigu moralement qui attire l'attention mais qui ne réapparaîtra plus. Je me demande s'il n'était pas censé jouer le rôle que la Guerra a finalement joué. Je crois qu'on a détaillé tout ce qu'il y a à dire de chaque saison individuellement. Un mot rapide sur la fin. Comme on l'a dit, elle est celle annoncée au début de la série parce qu'elle renoue avec l'idée qu'il faut trouver les 7 cités d'or, sinon c'est la fin du monde. Sans entrer dans les détails, la forme particulière que ça prend est très judicieuse parce qu'elle permet de relier les différents thèmes de la série. Que la guerre c'est absurde, que les humains feraient mieux de s'associer plutôt que de s'affronter, et aussi la notion d'héritage légué par l'Empire de Mu à l'humanité. Concrètement surtout, cette phase débrouille pour qu'il soit parfaitement logique que ce soit aux générations futures de réparer les erreurs du passé. Ça nous paraît être dans l'esprit de la saison 1 et ça nous a permis d'avoir le sentiment net d'avoir bel et bien eu ni plus ni moins que la fin promise. Bon, c'est sûr que la rupture esthétique entre la saison 1 et les autres se voit et que le tout ne donne pas la même impression de cohésion que ça aurait donné si tout avait été fait dans les années 80 ou dans les années 2010. Mais on a quand même le sentiment de suivre une histoire cohérente et bien construite. Il y a des symptômes évidents du changement d'époque, mais il touche surtout des aspects formels ou superficiels. Sur le fond, il y a des hauts et des bas tout du long. La saison 1 n'est pas parfaite, les saisons 3 et 4 non plus. La saison 2 est mal écrite, et elle paraît encore plus mauvaise en comparaison des 3 autres, mais elle pourrait être pire. C'est quand même un problème non négligeable que le tout ne donne pas une impression de cohésion. Y a pas moyen d'avoir une expérience optimale des mystérieuses cités d'or. Si on ne regarde que la saison 1, on doit se taper une fin en queue de poisson. Si on regarde tout, on doit subir la saison 2, et surtout au final, on n'a pas la sensation d'avoir vu une série mais plusieurs, la deuxième partie n'ayant pas tout à fait la même façon d'être bien que la première. Disons que, du fait d'être écrite longtemps après en surfant sur ce qui a fait le succès de la première, les saisons 2, 3 et 4 sont un peu écrites à la façon de fanfiction. La saison 2, c'est la fanfiction de quelqu'un qui sait à peu près quel type d'événement se produit dans une série comme ça, mais ne sait pas écrire, ni analyser le sens profond des histoires. On lance des trucs à la con, sans transition ni conséquence. Les saisons 3 et 4, c'est la fanfiction de quelqu'un qui sait écrire, a le sens de l'histoire, mais ne peut pas s'empêcher de mettre un peu plus en avant les éléments qu'il préfère au détriment des autres. On continue de lancer quelques trucs sans transition ni conséquence de temps à autre, la saison 1 le faisait moins. Par contre, elle changeait d'avis en cours de route, ce qui revient un peu au même. La différence de ton entre les différentes saisons est due au fait que la saison 1 s'adresse à un public des années 80 et les autres saisons à un public des années 2010. Mais il serait faux de dire que les saisons tardives sont plus enfantines que la première. L'ensemble est pensé pour un public jeune. Il y a de la candeur dans les deux parties de la série. La saison 1 a peut-être un style plus introspectif, mais les saisons 3 et 4 ont pas mal de choses plus subtiles que ce qu'on voit couramment dans les séries animées pour la jeunesse, et de part en part, la série n'est pas pudique sur les sujets très sérieux, mais reste plutôt douce. En d'autres termes, la saison 1 c'est pas Spawn, et les saisons 3 et 4 c'est pas Godzilla. L'ensemble est, de façon stable et constante, entre les deux. À part la saison 2, la série est addictive. La saison 1 l'est grâce à la recette Jules Verne et les saisons tardives grâce à un rythme scénaristique soutenu penchant plus vers Indiana Jones et une ambiance visuelle de plus en plus convaincante. Les dessins des saisons 3 et 4 sont parfois très beaux. L'ambiance musicale solennelle de la saison 1, spécifique de la version occidentale, était un de ses points forts, et les saisons 2, 3 et 4 ont su respecter ça en reprenant les mêmes motifs musicaux dans des versions remixées et réinstrumentées. Même chose pour les génériques, mais cela je dois dire qu'ils m'ont pas convaincu. Oh moi je les aime bien, surtout celui de la saison 3. Sinon on lit dans des interviews que la saison 1 a été initialement prévue pour durer 26 épisodes et que la direction science-fiction a été prise pour la rallonger. Mais c'est dur à avaler.
Cette histoire de cette cité d'or à découvrir pour empêcher la fin du monde ne pouvait être racontée que dans une série longue. Pourquoi auraient-ils introduit ça en début de série s'ils n'avaient pas l'intention de le traiter? Quelle qu'ait été l'intention de départ, j'ai ragé pendant tout le visionnage que cette histoire de fin du monde ait été abandonnée, et ça a été un véritable soulagement qu'on renoue avec vers la fin de la saison 4. Je ne sais pas si la série complète est bien celle que les auteurs voulaient faire. Mais en tout cas, à quelques détails près qu'on a évoqués, c'est bien la série que nous voulions voir, donc nous ne pouvons pas déplorer qu'elle soit telle qu'elle est aujourd'hui. Pour avoir su nous raconter sur presque 40 ans une histoire épique et ambitieuse, la mystérieuse Cité d'Or mérite qu'on s'en souvienne. Dans cet épisode, Chucky et Hal ont parlé de la série Les Mystérieuses Cités d'Or pendant 70 minutes. Mais dans la réalité, réaliser une vidéo comme celle-ci demande plusieurs mois de travail. Mais pourquoi ils sont habillés comme ça? Ils tournent une prise audio, seul le son sera utilisé. En effet, Chucky et Hal ne se contentent pas de laisser tourner la caméra et d'improviser leur discours. Ah oui, ils sont complètement nuls pour ça. Tout à fait, Pesmé. Réaliser une vidéo de ces dessins animés-là qui méritent qu'on s'en souvienne, c'est d'abord visionner les séries intégralement en prenant des notes, puis écrire un script contenant tout le discours et les références d'épisodes auxquels les propos tenus font allusion. Plus tard, peu avant le tournage, ce script sera découpé en une majorité de phrases qui seront prononcées par-dessus des images de la série et une minorité de phrases dites face caméra. C'est au moment de l'enregistrement des phrases audio, en gras sur le script, que des ajouts ou des modifications pourront être improvisés sur le tas. Ça arrive souvent. Et oui, Pesmé. Chucky et Hal ont toujours de nouvelles idées. Les phrases face caméra sont tournées dans un deuxième temps. Après, les meilleures prises seront sélectionnées et arrangées avec les images et la musique pour former la vidéo finie. C'est le montage. On peut voir ici celui de la review sur la série Conan l'Aventurier. Ça a l'air vachement compliqué. Cette étape est la plus longue et demande beaucoup de soin. Le montage de 30 secondes de vidéo prend 1 heure en moyenne. Le scoop de Pesmé. Y a pas écrit Chucky et Hal sur les scripts? Bien vu, Pesmé. Chucky et Hal sont des amis de très longue date et ont l'habitude de s'appeler par leurs vrais prénoms, Hélène et Aurélien. Ah, je comprends mieux maintenant. Salut! Au revoir, à bientôt.